J'ai le plaisir d'accueillir maintenant un autre de nos partenaires avec qui on travaille depuis de longues années. Donc c'est Cédric Masset pour Telestream. Alors pour la petite histoire sur Telestream, donc nous on a travaillé beaucoup sur Telestream sur de l'intégration de Content Agent. Et on a une expertise forte chez CTM sur Content Agent. Et depuis maintenant quelques mois, nous développons des projets d'intégration de Vantage. Donc aujourd'hui, on a toutes nos équipes qui ont été formées sur Vantage et on fait de l'intégration de Vantage au même titre que Content Agent. Et on est, Joss, on a fait le 3e projet d'intégration de Vantage depuis quelques mois. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, CTM intervient depuis pas mal d'années chez certains clients, vous le savez, sur la partie support opérationnel autour de produits d'orchestration Telestream. Donc ça, c'est pas nouveau, et avec par contre des intégrations un peu plus récentes, récemment sur la partie Vantage et orchestration, ce qui est aussi une de nos spécialités. Je vais laisser la parole à Cédric qui va nous présenter l'intégration de l'IA dans la gamme de produits de Telestream qui est assez large. Cédric Masset, j'ai rejoint Telestream comme ingénieur avant-vente il y a 2 ans. Et avant, j'étais de votre côté. J'étais côté client, utilisateur. J'ai passé 23 années à France Télévisions et où j'ai pu faire différentes tâches, différentes fonctions là-bas. Et donc j'ai souhaité changer un peu de métier et partir vers le côté sombre en fait des constructeurs. Et du coup, c'est un plaisir de travailler avec Telestream depuis 2 ans. Et mes 2 acolytes, Yannick et Jean-Bernard, qui sont là, qui représentent la France aujourd'hui. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu comment, chez Telestream, on a introduit l'intelligence artificielle au sein de toutes nos solutions. Je vais présenter brièvement Telestream parce que beaucoup ne connaissent pas, mais Telestream a acheté beaucoup d'entreprises récemment. On a acquis des entreprises comme Tektronix. Tektronix, c'est nous maintenant, donc les SPG, les générateurs de synchro, les outils de mesure comme le Prism ou évidemment tout l'Inspect 2110 qui va faire du monitoring sur une architecture globale de 2110. Vous nous connaissez chez Telestream à travers toute la gamme Vantage, Ingest, d'Ingest aussi à travers le Live Capture, des outils de moteur de workflow, le MAMDIVA aussi qu'on a intégré chez nous comme outil. On va retrouver, et j'en parlerai tout à l'heure, des outils de sous-titrage comme Stanza. Stanza qui est aujourd'hui un outil que je vous présenterai aujourd'hui à travers le speech to text. Dans nos constellations, évidemment, on adresse aussi le cloud. Donc, c'était un peu ce qu'on a présenté à l'IBC cette année. En gros, tout ce que vous connaissiez on-prime, maintenant, c'est dans le cloud. Et aussi de la métrologie de distribution de signaux, comme l'IPTV et l'OTT et les signaux SRT, à travers une gamme IQ, puisqu'on a racheté la société IneoQuest. Alors, pourquoi vous parlez de ça comme ça maintenant? C'est que pendant plusieurs années, on a travaillé en silo. Et travailler en silo, c'est bien, mais maintenant, il faut que tout ça, ça communique et ça puisse, à un moment donné, se présenter dans une solution globale. Nos outils, nous, on a souhaité qu'ils restent ouverts. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas un univers cloisonné chez nous, Telestream. Vous voulez prendre une brique, vous la prenez, vous l'intégrez dans votre workflow. Il n'y a pas de problème. Mais pour ça, évidemment, il faut, et c'est quelque chose que j'ai rajouté à la présentation, on en a parlé avec Vincent avant-hier, il faut à un moment donné que vous sachiez comment utiliser nos produits. Utiliser nos produits, eh bien, ça va être simple, vous connaissez les user guides. Chez nous, c'est c'est conséquent ce qu'on peut avoir en termes de user guide. Ce que c'est que l'IA chez nous, j'avais oublié ce slide. Beaucoup l'ont dit tout à l'heure, on a entendu parler de société responsable. Nous, on veut s'inscrire aussi dans cette démarche-là. La société responsable que nous sommes, nous, c'est juste que l'IA, contrairement à tout ce que tout le monde a peur de ça, ça ne va pas supprimer nous, on ne veut pas que ça supprime des emplois, mais on veut que ce soit un outil qui aujourd'hui vous aide dans votre quotidien et améliore votre efficacité. Et c'est pour ça que je vais enchaîner sur la partie d'après. Améliorer l'efficacité, l'aide à l'utilisation. On est dans un contexte aujourd'hui où il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de vecteurs de diffusion. On vous demande, pour les JO par exemple, alors je ne sais pas si des collègues de France Télévisions sont là, mais on bossait comme des acharnés et comme vous tous aussi pour pouvoir à un moment donné
fournir un contenu rapide de qualité avec des standards qu'on n'avait jamais vus avant. Et donc, tout ça, il faut qu'on soit rapide et efficace. Et donc, l'IA, va nous aider aussi à faire ça. Elle va vous aider à travers une base documentaire. Et nous, on a souhaité aujourd'hui, sur l'intégration de l'IA, commencer par intégrer toute notre documentation à travers une base documentaire entraînée dans un moteur de recherche via une IA. Comme le dit notre ami Dark Vador, on ne peut pas ignorer la puissance de la documentation et effectivement une bonne documentation technique, qu'elle soit chez nous à travers des user guides ou chez vous à travers des procédures, des process qui souvent sont dans des répertoires partagés, perdus, où on ne sait plus où ça en est. Et bien typiquement, c'est ce genre d'outils et c'est ce genre de concret. Enfin, moi, je vais vous présenter du concret aujourd'hui, mais ça, c'est clairement quelque chose qui va vous aider dans votre quotidien. Et comme je vous disais, aujourd'hui, nous, nos guides utilisateurs, c'est à peu près 6000 pages de PDF, voire plus à venir. Et donc, on a fait bosser un moteur de chez OpenAI. Donc là, il y a chez nous, je vais vous le présenter à travers toute la présentation qui va se dérouler dans les prochaines minutes, c'est OpenAI qui est derrière. On a utilisé toutes les briques. Alors, on est une entreprise américaine, bien évidemment, donc c'était un peu logique qu'on s'inscrive avec des technologies américaines. Mais on regarde aussi ce qui se passe ailleurs, rassurez-vous. Et donc, c'est bien beau d'avoir entraîné ça, mais après, il faut quand même une interface machine. Donc, on a un chatbot qui va être derrière et qui va être un peu votre interface à l'utilisation, finalement, de cette base documentaire. En gros modo, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un chatbot. On a vu Avid a présenté très bien ça tout à l'heure dans une petite brique qu'ils avaient dans leur solution. Eh bien, ça reste quand même l'interface homme-machine la plus simple, finalement, à s'interroger. Ce chatbot, aujourd'hui, il est intégré dans nos outils. Alors, on a commencé par Wirecast et Argus. Wirecast, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi c'est un petit outil de production. Et Argus, qui est notre solution, on va dire, d'agrégation de sondes de métrologie. C'est là que je vais présenter le premier outil. Donc, je vais vous montrer Wirecast. Voilà. Wirecast, c'est cet outil-là. Petit outil de post-prod, tout simple. Hein. Là, je m'assois pour l'occasion. Yannick, tu m'en voudras pas, hein, je suis assis. Et donc, quand on achète cet outil, on arrive devant ça, on se dit, mais d'accord, c'est très bien, mais comment ça marche finalement? Alors, tout le monde va vouloir tâter un peu le terrain, regarder comment ça marche. Effectivement, on voit 5 layers. Bon, on peut très vite comprendre que, voyez, il y a une case plus, on appuie là, tiens, je vais mettre ma caméra là, et super, voilà, j'ai ma caméra, et puis je me vois, voilà, super. Bon. Maintenant, ça c'est simple. Dans le cas d'un chroma key, voilà, j'ai un chroma key qui est ici. Comment je fais un chroma key? Donc je vais aller chercher mon outil, mon virtual assistant. Hop, et avec la souris ce sera mieux. Et en gros, je vais lui demander, s'il me donne la main, toujours les effets démo, j'ai bien beau de vous dire que je vous fais du concret, mais si ça ne marche pas, ça ne va pas le faire. Ok, bon, pas de problème. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais juste enchaîner sur autre chose, mais vous allez voir, ces données-là, elles sont aussi disponibles en ligne. Donc, je pense que c'est juste... Voilà. Donc là, si je retrouve mon chatbot, il est là, je le prends là et je lui demande comment fait-on un chroma key. On peut écrire en français. Hein. Et donc là, il va vous répondre, alors malheureusement, pas en français. Voilà. Donc là, il vous explique toute la démarche. Où est situé le chroma key. Et donc là, en gros, il vous dit que il faut aller dans les filtres, chercher le chroma key, et voilà, vous me voyez maintenant dans le téléphone. Et donc ça fait partie finalement c'est du concret, vous allez me dire, c'est un gadget ton truc, mais en même temps, je peux vous dire que ça fait quand même gagner sacrément du temps. On a introduit dans cet outil des petits gadgets sympas comme le Virtual PTZ par exemple. Voilà, c'est un outil, si je me déplace à travers la caméra, il va toujours me suivre. Alors mettons que ça, je l'applique à ce filtre-là aussi.
eh bien, on va se débrouiller pour que, du coup, à chaque fois que je bouge, je reste toujours dedans. Voilà, donc ça fait partie de toutes ces petites briques, finalement, qu'on essaie de mettre dedans. Donc là, c'était juste pour le fun, vous montrer qu'il y a aussi des petites briques d'intelligence artificielle dans nos outils de production. Maintenant, si je vais aller chercher un outil un peu plus costaud, je vous ai parlé d'Argus tout à l'heure, donc cet outil-là, il agrège des centaines de sondes de métrologie. Et là, c'est pareil, je vais cliquer à cet endroit-là. Voilà, et là, il me donne la main, contrairement à tout à l'heure, et je peux lui demander qu'est-ce qu'un GOP, par exemple. On peut même demander des informations techniques, finalement, pas que d'utilisation, mais si on se souvient plus ce que c'est qu'un GOP, eh bien, on peut lui demander. Alors, pourquoi je vous montre Argus ? C'est parce que c'est l'outil qui agrège le plus de données, finalement. Il y a des sondes, il y a à peu près 5 modèles de sondes derrière, plus ça qui est au niveau supérieur. Donc en fait, à un moment donné, c'est un des outils pratiquement les plus complexes. Et puis ça n'intéresse pas trop de monde finalement, la métrologie, parce que c'est rébarbatif. Nous, on a voulu à un moment donné la rendre simple. Donc c'est mon métier, c'est aussi de vulgariser ça. Et donc ça va passer par ces outils-là. Alors gardez Argus en tête, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, et je vous expliquerai ce que c'est le futur à travers cet outil aussi. Alors le speech to text, c'est la deuxième partie de ma présentation. Voilà un petit workflow de speech to text. Alors, le speech to text aujourd'hui, on a une banque de données de fichiers, on a le fichier en lui-même, on a le speech to text plus sa transcription, et puis derrière toutes les déclinaisons finalement de type de sous-titres qu'on veut. Alors évidemment, on a appliqué tellement de standards actuellement que finalement, il y a pratiquement un standard pour chaque vecteur de diffusion. Et c'est aussi la complexité aussi, finalement, qu'on nous remonte. C'est aujourd'hui, je veux faire du sous-titrage, mais je veux aussi finalement qu'il soit compatible avec toutes les plateformes de diffusion. Donc on va retrouver du DVB TTML, on va retrouver du STL, on va retrouver du WebVTT, enfin je ne vais pas vous les inventer, le BU aussi. En gros, toutes ces normes-là, finalement, il va falloir qu'on sache à un moment donné les gérer. Alors nous, on les gère à travers deux produits. Déjà, le speech to text, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Donc c'est Whisper qui va faire le speech to text pour nous. Et Whisper, on va le retrouver dans deux produits. Un produit que vous connaissez tous qui s'appelle Vantage, moteur de workflow, qui n'est pas qu'un outil de transcodage, je le répète, c'est aussi un moteur de workflow. Et Stanza, qui est le produit qui est assez récent chez nous, qui est des petits derniers finalement, qui va vous aider à faire du sous-titrage. Je parle de sous-titrage, pas live dans ce cas-là, mais du sous-titrage sur fichier. Jusqu'à présent, on a adressé Stanza ou Vantage, ont des API, au-dessus on peut les piloter, il n'y a aucun problème pour leur déléguer du boulot, mais jusqu'à présent le speech to text il se limitait à Google Translate et Watson chez nous. Et potentiellement, pourquoi pas d'autres comme Speechmatics, qu'on connaît très bien pour sa capacité à faire de la transcription française, mais ce n'est pas des outils finalement qui étaient intégrés à Stanza. On a vu aussi tout de suite que la limite de Google Watson, de Google Translate et Watson, par rapport au français, c'était quand même pas trop ça, quoi. Autant en anglais, c'est top, mais autant en français, et on est français, à un moment donné, si je dois vous vendre des solutions, autant que ça marche avec la langue dont vous me demandez la transcription. Autre point intéressant, un sujet dont on n'a pas trop parlé depuis le début, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, nous, on rayonne sur l'Europe, avec l'équipe qui est présente là, que ce soit en France, en Italie, comme la RAI ou d'autres pays. Aujourd'hui, il y a des questions sur le fait est-ce que mes données vont aller dans le cloud et qu'est-ce qu'elles vont faire dans le cloud si je ne maîtrise pas ce cloud. L'intérêt de Whisper, c'est que tout est géré dans l'application. C'est-à-dire qu'à aucun moment, votre vidéo, le job de transcript sortira dans le cloud. Et ça, c'est important à retenir. Comment ça marche? Donc, c'est un moteur qu'on a entraîné nous-mêmes. On n'a pas pris juste Whisper mis dedans. On a vraiment entraîné ça à notre façon. À chaque mise à jour, de toute façon, on va recontinuer à mettre à jour Whisper. Et il y a, et je vais vous le montrer, plusieurs niveaux finalement d'utilisation de Whisper selon des modèles de base, de plus enrichis, tout ça. Donc, plus évidemment, on va aller chercher des modèles complexes et plus on va devoir faire appel à du GPU.
Et le GPU, aujourd'hui, à travers NVIDIA, on le connaît très bien, voilà, c'est très sollicité. L'IA, c'est très gourmand, même pour du speech-to-text, c'est très gourmand en ressources. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble Stanza. Stanza, vous voyez là, c'est un front en client léger, donc c'est aussi... c'est aussi une particularité qui se décline d'autres solutions, c'est que vous pouvez faire du sous-titrage de n'importe où. Le serveur central, il est chez vous. Il peut gérer plusieurs clients, plusieurs sessions. Et l'avantage, c'est que quand vous allez vouloir faire du sous-titre, le fichier que vous allez jouer, il est joué sur son format haute résolution. À aucun moment, vous allez avoir besoin de générer un proxy. Donc là, on va aller chercher un premier fichier et on va rester sur de l'anglais pour l'instant. Et je vais vous montrer comment ça marche. C'est bien, j'ai pas pris mes lunettes. Voilà. Tac. Vous voyez bien là, ça va? Alors, le concept, c'est d'aller chercher un fichier, de le charger. Donc là, le fichier, il est chargé d'un serveur. Donc là, j'ai juste le front. Ce que vous voyez, c'est le fichier est en cours de chargement. Et je vais baisser le son. Et donc ce fichier-là, je le lis. C'est le fichier haute résolution et je me promène dedans comme un jog shuttle. Bon là, pour l'instant, vous pouvez me dire, Cédric, c'est bien beau. I am at the left of the Il n'y a pas de screen, sous-titres. so captions of what I Le say. but du jeu, c'est de faire du sous-titre, de faire des sous-titres. Donc vous avez plusieurs solutions, soit vous le rentrez manuellement et vous tapez votre sous-titre et puis vous mettez votre TC-in, TC-out. Mais bon, le but là, c'est de présenter de l'IA et pas faire non plus quelque chose qui va vous prendre des plombes. Donc l'objectif, c'est de vous montrer que on a donc intégré à travers ce module-là du speech-to-text. Donc juste en cliquant speech-to-text, je fais la transcription. Et là, je meuble 30 secondes, histoire que ça apparaisse. Vous allez voir, c'est assez rapide. L'outil est en train de travailler en tâche de fond à extraire l'audio, faire de la reconnaissance, et il va vous afficher dans la fenêtre de droite, à cet endroit-là, le résultat. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez gérer plusieurs jobs de transcript en même temps et bosser sans problème sur d'autres projets le temps que les transcripts se font. Et tout ce que je vous fais et ce que je vous montre manuellement, ça peut être trigué par un moteur de workflow qui est au-dessus, ce qui fait que quand vous arrivez, tout est déjà prêt. Et puis comme il faut toujours meubler parce qu'il faut attendre, et bien, ça peut prendre un certain temps aussi. Voilà. En fait, ici, quand je fais, j'ai fait tout à l'heure, je vous expliquerai ce que je vais vous montrer en français, ce que ça donne. Il y a plusieurs modèles ici. Donc nous, on va travailler sur le modèle de base, ça ira plus vite. En fait, les modèles, plus vous allez taper dans des modèles qui sont complexes finalement, et plus ça va vous demander du temps. Le GPU, derrière, il a intérêt d'être bien optimisé. Donc là, on est sur une machine qui est à Cologne. Donc vous voyez, ça se passe, c'est fluide. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, prenez quand même des bonnes machines pour faire ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais relire. Il a détecté déjà qu'il y avait de la musique dès le départ. Donc là, c'est brut, hein. J'ai rien fait. I am at the left of the screen, so captions of what I say Donc, je vous appear at laisse the left of the screen Je too. me tais 30 secondes. Now I am at the right of the screen, so my captions appear at the right. Now I Donc vous voyez que c'est pas trop mal quand même hein, pour de l'anglais. Hein. Et donc à partir de là, après, l'objectif, c'est comme j'ai dit, gagner du temps. C'est un outil pour l'utilisateur. Donc maintenant, il y a juste à commencer à faire un peu plus de cosmétique et voir un peu à changer potentiellement les positions du texte, puisque forcément, quand elle dit qu'elle est à droite, eh bien, ce serait bien que finalement le caption, on le mette sur elle, par exemple. Voilà. Donc, et en bas, d'ailleurs, ce serait mieux. Voilà. Et finalement, ce qui serait pas mal aussi, c'est que le background, il soit un peu plus noir, quoi, voire un peu plus transparent d'ailleurs, si on veut faire quelque chose d'un peu plus sympa à lire. Voilà. Donc finalement, ça reste un outil qui est très simple. Alors là, pour le coup, on parlait de base documentaire tout à l'heure. Là, si vous avez vu, c'est très simple, intuitif. C'est aussi vers ça qu'on veut faire tendre nos outils. Quelque chose qui soit d'une prise en main assez rapide et qui vous aide aussi dans votre quotidien. Donc voilà un peu comment ça marche avec de l'anglais. Maintenant, on va passer sur du français. L'objectif, c'est aussi ça. Voilà. Donc, j'ai généré déjà, ici, plusieurs modèles et plusieurs transcripts. Je vous demande juste de me croire. Aujourd'hui, j'ai fait aucune modification là-dessus. Ce sont que des transcripts générés par Whisper.
Avant de lancer le sous-titre, je vous fais écouter juste un... Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Je m'arrête là parce que la séquence est quand même sympa, mais je ne vais pas vous la faire écouter 3 fois non plus. C'est quand même potentiellement pas très simple à transcrire, donc vous allez voir que le modèle de base... Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. Hop, vous avez vu là qu'il y a quand même pas mal de fautes. Donc là, j'ai fait le transcript sur le modèle suivant. Et là, vous allez... Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. Ouais, maille-toi parce que ça va fermer les télésièges. Voilà. Donc là, il n'y a pratiquement aucune erreur. En fait, ce que je vous explique par là, c'est que l'IA, là, clairement, elle nous donne un avantage incroyable vis-à-vis des comptes, par rapport à des contenus qu'on n'arrivait pas à sous-titrer. Alors, venant de France Télévisions, les journaux régionaux, aujourd'hui, ça fait partie de tous ces contenus qui aimeraient bien être sous-titrés, mais vous avez vous-même peut-être des contenus en ligne, des contenus que vous souhaitez publier sous-titrés. Vous voyez que maintenant, le français, face à des modèles comme celui-là, peut être complètement interprété et finalement vous donner quelque chose de très, très pertinent. Et finalement, la modification finalement reste à la marge derrière. La seule chose qu'on ne saura pas encore très bien faire, ou voire pas faire du tout pour l'instant, c'est le sous-titrage pour les sourds à malentendants. Évidemment, c'est quelque chose qui peut me toucher à cœur moi aussi, parce qu'il y a quand même, on doit toucher toute la population, mais détecter, et ça c'est un gros challenge, les personnes qui sont à l'écran qu'on entend, ou celles qu'on n'entend pas avec les couleurs jaunes, roses, le positionnement du sous-titrage et tout ça, c'est un réel challenge pour l'avenir, et c'est un challenge social aussi, et donc il faut qu'on sache l'adresser. Mais déjà, quand on arrive aujourd'hui à arriver à faire ce genre de reconnaissance assez poussé, finalement, le travail de l'utilisateur derrière, eh bien, il ne sera plus que de finalement faire cette cosmétique. Et on espère arriver à faire une aide encore plus poussée pour que déjà les couleurs soient pré-renseignées à terme. Voilà. Donc voilà un peu Stanza et un peu comment on souhaite l'intégrer. Et cet outil, comme je vous l'ai dit, il est complètement ouvert. Donc il est à la fois interrogé par Vantage, mais il peut aller dans vos moteurs de workflow et finalement, vous en faites ce que vous voulez, d'où vous voulez, vous pouvez bosser dans le train dedans, il n'y a aucune contrainte à ça. C'était l'intérêt d'avoir un outil qui qui soit sur une interface client léger, finalement. Voilà pour le sous-titrage et ce que je pouvais en dire. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui, bonjour, je voulais savoir si derrière, en fait, on fait quoi? On peut faire un export d'un fichier sous-titre, genre un STL, un SRT, des choses comme ça? Effectivement, tout à fait. Alors là, ça va être très simple. On a mis un bouton export ici. Et donc là, à partir de ça, vous pouvez exporter dans tous les standards que vous souhaitez. Alors, vous pouvez soit dire, je veux déclencher un moteur de workflow de Vantage, qui lui va charger, en plus de récupérer le sous-titrage, voire l'embedder dans la vidéo, voire le publier même directement sur vos réseaux sociaux ou quelque part dans votre infrastructure. Mais sinon, évidemment, là, typiquement, je choisis un SRT, mais on gère tous les sous-titres du marché. Donc là, on est sur du STL, après du SRT, des formats de chez Avid, on a TTML, WebVTT. Le TTML, on peut s'arrêter de 30 secondes dessus. On a les formats de Netflix aussi qui sont dedans. En gros, on sait normalement gérer tous les exports de sous-titrage possibles. Donc oui, évidemment, le but c'est de sous-titrer. Attendez, je vous ai perdu. Voilà. C'est de toute façon, oui, c'est ça. Oui, le but c'est quand même à la fin de sortir un fichier qu'on puisse utiliser quelque part. Voilà. C'est pas que faire de la mise en page de sous-titres, c'est générer du sous-titrage. Oui. Est-ce que sur le résultat qui est à ma droite, moi je peux en phase de validation du PAD, c'est-à-dire que moi j'ai une responsabilité, est-ce que je peux modifier et faire du versionning ou un rollback, c'est-à-dire que quelqu'un va dire non, finalement c'était mieux avant. Est-ce que j'ai cette capacité de faire un versionning, de mettre une annotation, pourquoi j'ai changé tel ou tel mot? Alors, vous pouvez modifier, vous pouvez faire... Alors, le versionning, en fait, vous voyez là, je me suis amusé à faire différentes parties ici.
Généralement, on peut en faire ce qu'on veut. Ça peut être français, anglais, mais ça peut être version 1, version 2, version 3. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces menus-là. Oui, donc pour répondre à votre question. Et par exemple, on va repartir sur le modèle de base où, par exemple, c'était au début, je crois, voilà, toute Bermer. C'était pas toute Bermer, c'est Bernard. Et là, je peux facilement rééditer. Et d'ailleurs, c'était pas toute, mais c'est écoute. Mais enfin, vous voyez le geste. Voilà. En fait, c'est très simple. Enfin, vous l'avez vu, je l'ai fait simplement. Et pareil, si vous êtes dans le rush, vous avez 1h30 de médias à sous-titrer. Grâce à l'architecture client-serveur, vous pouvez bosser à plusieurs en même temps sur le même projet. On peut gérer les droits d'accès sur l'écriture et tout à fait. Et en gros, on a créé des profils utilisateurs et des statuts aussi ici. C'est-à-dire que quand vous ouvrez, là typiquement je l'ai ouvert en admin, mais je l'ouvre avec la session Cédric, eh bien je vais avoir que les jobs qui me sont attribués, par exemple, avec des statuts, et les statuts peuvent être to be review. Voilà. En fait, c'est tout customisable. Et le reviewer, par exemple, ne peut que peut-être dire c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Les droits sont complètement customisables. C'est pour ça qu'on a voulu, encore une fois, s'inscrire dans quelque chose de simple pour l'utilisateur. Voilà. Est-ce que ça peut intégrer les règles de segmentation qu'on a par chaîne? Typiquement de mettre en exergue des phrases qui sont trop longues, trop de caractères et qu'il faudrait couper le sous-titre pour que celui qui fasse le review soit accompagné. Là, par exemple, là j'ai choisi télétexte. Déjà, je vais limiter à 4 lignes et 32 caractères. Mais en plus, dedans, vous allez pouvoir ajouter des paramètres. Par exemple, il y a des règles qui sont imposées en France, enfin en tout cas des bonnes pratiques, où entre l'apparition et la disparition d'un sous-titre, on aimerait bien qu'il y ait 2-3 frames. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi intégrer dedans, tout à fait. Autour des changements de plan aussi, on peut appliquer les règles. Ah, très bonne question. Oui, alors vous avez beaucoup de vos collègues qui m'ont posé cette question, c'est la prochaine version. En fait, là, quand je charge le fichier, vous avez en gros tous les mots là qui sont affichés. Et il y aura des marqueurs qui vous donneront l'endroit où les plans se changent pour éviter qu'il y ait des chevauchements, de glissement du sous-titre d'un plan à un autre. Voilà. C'est ça. Et ça c'est normal, évidemment, il faut qu'on sache l'adresser. Voilà. On peut aussi importer un autre sous-titre pour le compléter, notamment sur les sous-titres partiels. Vous voulez rajouter un sous-titre sur ce qu'il y a ? Oui, importer à partir d'un autre fichier. Ah oui, bien sûr. En fait, ici, effectivement, là, on est parti sur une base de speech to text, mais vous voulez modifier un sous-titre qui a été généré, fichier STL. En fait, alors on imagine là que c'est vierge, voilà, comme ici. Donc là, je fais import caption et je vais aller chercher le sous-titre. Et en fait, on gère pareil beaucoup de standards en entrée. Donc oui, pas de problème pour ça. On peut faire des POC si vous voulez aussi, s'il y en a qui sont intéressés. On va repartir sur la présentation. Donc là, voilà, c'était un peu la façon dont nous on voyait le speech to text à travers nos outils. Donc maintenant, voilà, on arrive à peu près à la fin de notre présentation. Alors évidemment, je n'allais pas partir sans vous présenter ce qu'on a montré à l'IBC. Vantage, vous connaissez Vantage. Vantage, c'est son interface. Une interface qui date, une interface sur client lourd, une interface qu'on aime tous, parce qu'on est tous de cette génération-là, mais à un moment donné, il faut qu'on avance et qu'on évolue aussi et qu'on réponde aux besoins. Et en fait, on a choisi de faire évoluer l'interface Vantage pour plusieurs raisons. La première, comme j'ai dit, coller un peu plus aux besoins du marché, avoir une interface un peu plus sexy, mais comme je vous l'ai dit, on décline nos produits dans le cloud aussi. Et un client lourd dans le cloud, bon, c'est pas trop ça en fait, on n'est pas trop dedans quoi. Et donc on a décidé, en gros ici, de transformer ça en version client léger. Et pour ceux qui connaissent bien Vantage, la prochaine étape, c'est de dessiner ces workflows à travers un client léger. Si je reviens sur mon slide d'avant. Ça, c'est tout notre écosystème. C'est le premier slide que je vous ai montré tout à l'heure. On peut le traduire par ça. C'est-à-dire, il y a tous nos produits là. Mais chaque brique, ça peut être un de vos produits. Et d'ailleurs, regardez, il y a de l'Avid aussi, il y a de l'Adobe, on n'est pas fermé. Et on est, en gros, toutes ces petites flèches, ça peut être des briques qu'on va rapporter et connecter à l'outil qui est au milieu,
qui est Vantage. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'à un moment donné, souvenez-vous, au début de la présentation, je vous ai dit, attention, ça va être compliqué de plus en plus d'interagir avec l'extérieur. Les outils sont multiples, il y a de plus en plus d'outils. Comment fait-on? Et bien là, en fait, on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore pertinent de pouvoir dessiner des workflows finalement, sans avoir à faire appel à 15 ingénieurs, parce que c'est un peu le cas encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est là le but de la présentation, c'est de se dire, voilà, on va intégrer un peu d'IA là-dedans, et on va essayer aujourd'hui de vous aider à dessiner vos workflows. Donc, il y a plusieurs approches à ça. Il y a l'approche traditionnelle, j'aime bien mon client lourd, et puis je continue à utiliser Vantage en mettant mes petites briques. Donc c'est très simple, hein. Pour ceux qui connaissent, on va créer un workflow vierge. On prend sa petite brique qui est un watch folder. On se dit, tiens, j'ai envie, je sais pas moi, de le transcoder. Tiens, on va faire un truc tout simple. Voilà. Et puis je me dis, mince, j'aimerais bien qu'on analyse un peu ce fichier avant et puis que derrière, on puisse quand même faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Donc là, en gros, je vous présente, finalement, je sais ce que je veux faire et je sais comment faire, finalement. Bon, là, c'est très simple, il y a 3 briques. Le but, maintenant, c'est de se dire, j'ai des workflows ultra complexes. Là, c'en est. Alors, il y en a qui sont encore plus complexes que ça. Et c'est se dire comment, en gros, je vais dessiner mon workflow, sachant que je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment le faire. Donc là, voilà, je vous présente la nouvelle interface de Vantage. Vantage dans le cloud, finalement, mais pas que. Hein. On l'a choisi de le mettre dans le cloud là parce qu'on a déployé dans le cloud, mais ça deviendra aussi l'interface de votre solution on-prem. Et là, je vais créer un nouveau workflow. Demain, Coffee to Media. Voilà. Donc là, finalement, on se dit, c'est comme je l'ai dit, on essaie de trouver quelque chose qui peut vous aider de simple. Donc effectivement, mes 2 premiers choix, c'est soit je fais un watch folder, ou soit je reçois à l'ordre, finalement, via une API, de déclencher ce workflow-là. Donc là, je refais comme je disais tout à l'heure. Voilà, je vous montre, hein, je vous montre que ça marche quand même. Et je sais ce que je veux faire. Je veux regarder ce qu'il y a dans un répertoire et finalement lancer une brique de transcodage. Voilà. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Donc comme je vous ai dit, l'autre problème, ça ne va pas être celui-là, c'est de se dire, moi, j'ai pas le temps, ou alors je ne sais pas faire, mais je sais ce que je veux. Et donc là, on a intégré un moteur d'IA, toujours basé sur les technologies d'OpenAI, et on va décrire ici ce qu'on veut faire. Je vais partir d'un cas concret qu'un de mes clients m'a demandé. Le cas concret, il est très simple. Je veux regarder dans un répertoire, transcoder si le fichier est... Alors je vais peut-être faire volontairement des fautes, mais on va dire qu'elles sont volontaires. Si le fichier est par exemple, 16/9, le transcoder en MXF, j'y vais à l'arrache là, hein, je ne rentre pas dans les détails, MXF Opera. Voilà. S'il est en 9/16, donc là on parle d'un format vertical. Le concept, le client avait des fichiers qui arrivaient dans tous les sens, en fait, des formats complexes à gérer, mais il voulait que tout soit transcodé de façon uniforme à la fin et que ça loge dans un même workflow. Voilà, le contexte, c'est ça. Donc là, s'il est donc en 9/16, lui rajouter des bandes noires et le transcoder en MXF OP1A. OP1A, voilà. Puis, déposer les fichiers dans un bucket S3. Voilà, donc on essaie de relire, on va relire quand même ce que j'ai écrit. Regardez dans un répertoire, si le fichier est en 9/16, en 16/9, le transcoder en MXF OP1A. S'il est en 9/16, lui rajouter des bandes noires et le transcoder en MXF OP1A.
puis déposer les fichiers dans un bucket S3. Alors voyons voir ce qui nous sort. Donc là, j'appuie sur le bouton Generate, et puis voyons voir ce qui se passe. Donc là, Watch Folder, OK. Il analyse, OK. Voilà. Alors je vous expliquerai ce qu'il est en train de faire après. Là. Et voilà, le workflow est dessiné. Et alors, le temps qu'il termine de vérifier, je vous explique ce qu'il a fait. Il a mis un watch folder ici, donc il regarde le contenu d'un répertoire. Il y a une brique d'analyse qui va analyser le format, en gros, s'il est en 9/16e ou 16/9e. S'il est en 9/16e, alors, on zoomera après dedans, mais en gros, on lui rajoute des bandes noires. Donc on utilise le decide, en gros, c'est le decide, c'est ce qui va vous donner. Voilà, il va vérifier s'il est en 9/16e en haut et en 16/9e, pardon, et puis le transcoder en opéra. Et s'il est en 9/16e, il ajoute des bandes noires et le transcode. Cette brique-là, sachez que la brique Flip 64, pour ceux qui connaissent Vantage, c'est elle qui est capable de rajouter les bandes noires. Donc, il a compris ce que c'était que de rajouter des bandes noires et il l'a mis dans la bonne brique. Voilà. Et après, il le copie dans un bucket S3. Donc voilà, ça, typiquement, c'est ce qu'on a présenté à l'IBC. Merci pour la présentation. Toute petite question, le back-end de transcodage, il est en cloud? Oui. Alors, oui, mais pas que. On aborde aujourd'hui aussi le cloud hybride. Alors, c'est pareil, on a la chance de pouvoir rayonner sur toute l'Europe. On voit qu'il y a des pays qui sont 100% cloud, d'autres qui veulent rester 100% on-prime. Et un peu nous, on va faire un peu de tout, en gros, hein, du cloud hybride aussi. Voilà. L'avantage de Vantage, c'est qu'en gros, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'un workflow peut très bien, on peut très bien dire qu'une des briques soit exécutée on-prime, ou dans le cloud, ou dans un cas qui peut être du débordement, ou du disaster recovery. Voilà. Typiquement, il n'y a pas de limite à faire finalement ce que vous souhaitez et répondre à votre question aussi pour le coup, par l'occasion. Et donc oui, pour reprendre, voilà, donc c'est ce workflow, voilà, et donc on l'a sorti ça donc à l'IBC, on l'a présenté en avance comme solution intégrée. Donc à gauche, il y a en gros plein d'autres solutions qui sont aujourd'hui disponibles on-prime, qui sont aussi dans le cloud maintenant. Et tout ça pour vous dire qu'au NAB, logiquement, vous allez avoir une version réalisée qui, normalement, pourrait vous intéresser pour vos futurs usages. Voilà. Pour terminer sur l'aspect IA, là, on est parti du principe, je ne savais pas, je voulais dessiner un workflow, mais il peut arriver que vous avez plein de workflows aussi chez vous et vous ne savez plus très bien à quoi ils servent. Eh bien, pas de problème. En fait, une fois que vous avez réimporté le workflow ici, vous allez juste demander à l'outil de vous décrire finalement qu'est-ce que le workflow fait. Et donc là, bon, il me le dit en anglais, c'est pas grave, hein, mais il me dit le workflow moniteur, donc regarde ce qu'il y a dans un répertoire, analyse l'aspect ratio, donc il a détecté quand même que c'était l'aspect ratio, alors que je parlais que de 16/9e. Ensuite le transcode, et voilà, enfin en gros, je ne vais pas vous transcrire tout ce qu'il y a de marqué là, mais voilà, en gros, ça vous aide aussi finalement chez vous pour pouvoir finalement documenter et archiver vos workflows. On revient finalement à cette base de données du départ, puisque ça en fait partie aussi. Voilà. Je vais terminer parce que là, je veux pas vous perdre non plus. Je parle beaucoup. Maintenant, on va parler un peu du futur. Et le futur chez nous, ça va passer par la valorisation des données. Je vous ai parlé d'Argus tout à l'heure. Souvenez-vous, c'est un outil qui va agréger des KPI et des alarmes en provenance de différentes sondes. Les plus gros systèmes qu'on a dans le monde, c'est Charter aux US, qui a à peu près 1000 sondes de métrologie. Et sachant qu'une sonde de métrologie va remonter des alarmes, mais des analyses QoS, c'est-à-dire sur le standard, que ce soit OTT ou IPTV, mais aussi sur la QoE, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des artefacts dans votre image, est-ce que le loudness est respecté, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'audio, là j'ai vu, on ne met pas les gens de l'audio de côté. Vous inquiétez pas. Et donc, c'est en tout cas une quantité de données qui est juste considérable et qu'aujourd'hui, on ne sait pas valoriser. Aujourd'hui, on sait juste dire il y a eu des alarmes. C'est dommage. Alors, l'objectif, ce serait à un moment donné de se dire tout ça, pourquoi pas le mettre dans un moteur d'IA, essayer de valoriser un peu toutes ces données et pourquoi pas, derrière, en faire du prédictif. Et se dire, tiens, c'est marrant, cette panne, elle se produit toujours à ce moment-là, à telle date, dans tel contexte.
Voilà, donc c'est aussi ça l'aide à l'utilisateur, c'est essayer de vous donner des solutions qui vont vous permettre à un moment donné d'être encore plus exigeant, parce que vous l'êtes, hein, et donc voilà, et vous donner aussi de la mesure. Et la dernière chose, c'est un truc tout bête, on revient à la base documentaire. Les tickets de support aujourd'hui que vous ouvrez chez nous, vous avez vu tous les produits qu'on a, il y en a quand même une sacrée quantité. Quand vous multipliez ça par le nombre de produits et puis le nombre de clients, ça fait quand même une base de données assez importante. Et donc l'objectif, c'est pareil, de faire entrer ça dans une EA, contextualiser, analyser les récurrences, faire de la prédiction, mais surtout de vous donner une aide support au niveau 1. Quand vous allez taper dans votre chatbot, finalement, j'ai un problème avec Vantage ou Diva ou Stanza, lui, il va vous dire, mais attends, mais si, moi j'ai déjà vu ce problème et je peux vous suggérer de faire ça. Voilà, c'est aussi ça qu'on veut vous proposer bientôt. Et toujours améliorer le support client. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Merci Cédric. Alors ce qui est passionnant, je trouve, chez Telestream, c'est qu'on voit que les innovations liées à l'IA, elles sont à la fois orientées vers les utilisateurs finaux, mais elles sont également en interne pour améliorer les opérations. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit chez la plupart de nos clients, c'est toutes ces solutions qui vont permettre d'être plus performants dans la recherche d'informations, la recherche de contexte, on le voit pour les incidents, pour être dans une logique d'amélioration continue. Donc merci Cédric, c'était passionnant.